samedi, une vingtaine d'équipes se sont affrontées, moyennant chacune 100 € de participation. Une buvette avait également été mise en place. Les fours à côté serviront à effectuer des maraudes à Aisanville et Roissy, ainsi qu'à acheter des sous-vêtements, des écharpes, des gants et d'autres vêtements pour les plus démunis. Et enfin, on termine avec le Piano Campus Festival qui est de retour à Pontoise et le 19 janvier jusqu'au 14 février. Pour sa 18e édition, l'événement met en avant les jeunes virtuoses du piano du monde entier. Et il est ce samedi avec le concert de la Sainte-Marche. Et c'est Dalia Chefrika Siobanou, un pianiste roumain de 27 ans, qui inaugure les festivités. Le retour du festival Piano Campus est dès ce samedi 19 janvier 20h30 au Dôme Place de l'Hôtel de Ville à Pontoise. Et pour entrer gratuitement, il faut réserver sa place sur le site pianocampus.com. Merci Alexis Dubochet. À tout à l'heure, 12h15 pour un nouveau Flash Valuation. Florence est avec nous, bon début de semaine à elle. Que va-t-il se passer au bar de l'économie? C'est d'ici quelques minutes, jusqu'à 10h30. Bonjour Florence. Bonjour Christophe, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien ce matin. Oui, en pleine forme. Et quels sont les invités qui sont Ah, bien aujourd'hui. Moi j'en connais quelques-uns en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes avec Gilles Maugan, le maire du village de Lacy en Val d'Oise, et on va justement... Il est arrivé très tôt pour vous, hein. Plus d'une heure d'avance. Hein. Eh bien, très quel scoop! Il a attendu dans le froid, mais bon, ça va, il fait pas trop froid quand même aujourd'hui. Yann l'a accueilli. On accueille aussi Yann, un jeune stagiaire qui est avec nous pour la semaine, qui va faire les infos du jour. Et puis nous aurons deux jeunes femmes qui vont nous parler d'un nouveau salon qui s'appelle Midoui. On saura tout dans quelques minutes. Et puis nous aurons les cinglés du cinéma qui se produit. C'est une opération qui se fait à Argenteuil. Oh, depuis des années. Depuis exactement. Et le fondateur est présent et l'organisatrice de l'événement, Lucille, est aussi avec nous aujourd'hui. Alors, voilà. Très bonne émission, puis à demain matin pour moi, 7h-9h, en direct pour la matinale. Merci Florence, indicative de l'émission Le Bar de l'économie, pratiquement 9h04. C'est quoi? Demi-journée de conférence. Ah, c'est des conférences. Bah, ça, vous allez nous préciser. C'est un événement, d'accord. Je crois qu'il y avait tout. Non, il n'y a pas d'expo. Juste-toi bien, José. Hein. Et moi, c'est Gilbert. Qu'est-ce que j'ai dit? Gilles. Ah, pardon. C'est le lundi matin. Ah bah dis donc. Pourtant j'ai bien écrit. Hein. Attention, mais c'est la première fois. Ah oui, d'accord, c'est ça. Bonjour, rebonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, 90 minutes. Bien, Oui, on va bien s'amuser, vous allez voir. Il y a du monde, 80 fiches. Hein. Si je vous les enlève, c'est fini. Ah bah j'ai plus les prénoms et les noms et du coup, je vais me faire taper sur les doigts parce que le monsieur le maire, je l'appelle Gilles au lieu de l'appeler Gilbert. Donc ça va plus du tout ce matin. Si vous m'enlevez tous mes papiers. Enfin voilà, en tout cas aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver avec Philippe à la technique et puis on accueille Yann qui est en stage avec nous et qui est en classe de 3e et qui aujourd'hui va faire les infos, comme d'ailleurs les autres jours où il sera avec nous, c'est-à-dire avec moi, c'est-à-dire mercredi et jeudi, puisque maintenant vous savez que en 2019, c'est Jacqueline qui fait le mardi et le vendredi. Malheureusement, elle n'est pas là cette semaine. Je suis désolée, elle a dû partir en province exceptionnellement. Donc, vous la retrouverez la semaine prochaine. Du coup, malheureusement, effectivement, il n'y aura pas d'émission ni demain, ni vendredi. Et moi, je vous retrouverai mercredi. Après tout ça, eh bien, au jeu et vous, tout de suite, on va accueillir nos invités. Donc, Gilbert Maugan, comme je le disais tout à l'heure, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du village de Lacy depuis 2014 et auparavant, vous étiez conseiller municipal. Vous avez été élu en 1995. Votre village fait maintenant partie de la communauté de communes Carnel Pays de France. Et puis, donc, on parlera de tout ça avec vous tout à l'heure. On parlera de la gestion d'une petite commune et puis de plusieurs sujets énergétiques notamment, et puis privatisation dont vous voulez nous parler. Dans la vie civile, vous avez été motard de presse et puis responsable des services généraux. Vous avez fait toute votre carrière en fait au journal Le Parisien. Vous êtes maintenant à la retraite et vous avez aussi été délégué du personnel et délégué syndical, toujours bien sûr au Parisien. À vos côtés, Frédéric Génicaud, bonjour.
Bonjour Florence. Après avoir occupé des fonctions de directrice marketing chez des opérateurs de services en télécommunications, en 2006, vous fondez votre propre entreprise. Ça s'appelle Foesia. C'est un cabinet de conseil en développement commercial. Donc ensemble, nous parlerons de coaching en commercial, bien sûr, et de marketing. On aimerait évoquer avec vous le changement du marché du travail. Est-ce que l'on va vers un nombre croissant de freelance en France? On le saura tout à l'heure. Et puis, vous nous donnerez sans doute quelques tuyaux. Et puis, on parlera avec vous et avec notre invitée suivante, Agnès Lachenal. Bonjour. Bonjour. On parlera toutes les trois, de Me Do We Day que vous lancez avec Frédéric Genicaud. Vous, Agnès Lachenal, nos auditeurs vous connaissent un tout petit peu puisque vous étiez déjà venu nous voir pour Macaé que vous aviez créé en 2015. Et Macaé propose de la logistique et de la coordination de projets événementiels. Donc, ce Me Do We Day, c'est un événement qui va se passer le 5 février. On saura tout dans quelques minutes. Et enfin, à nos côtés aujourd'hui, Lucille Barthomier, bonjour. Bonjour. Et Joseph Agusti, bonjour. Bonjour. Alors vous, José Agusti. C'est les deux, de toute façon. Ah, c'est les deux, d'accord. C'est Joseph en français, José en espagnol. Voilà. Alors, vous êtes le fondateur des Cinglés du cinéma et c'est Lucille Barthomier qui est chargée d'événements culturels à la direction de l'action culturelle d'Argenteuil qui va justement mettre en place cette opération cette année. Il faut dire que les Cinglés du cinéma existent depuis 31 ans et cette année, vous le faites en parallèle du Paris Image Digital Summit du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. C'est le rendez-vous français de tout le milieu des effets spéciaux. Et d'ailleurs, on fera sans doute 2 émissions la dernière semaine du mois de janvier sur ce thème, puisque c'est très important. En même temps, il y a aussi une job fair. Ça veut dire que c'est des rendez-vous pour tous ceux qui cherchent du travail. Et l'année dernière, il y a eu entre 200 à 300 postes à pourvoir. Et il y avait 1000 candidats, donc c'est très intéressant. C'est pour ça que je ferai 2 émissions spécifiques sur ce thème. Voilà un petit peu nos invités. Dans quelques minutes, on leur passe la parole, mais comme d'habitude, ce sont les infos du jour. Eh bien, les infos du jour, on commence tout de suite par le grand débat. Eh bien oui, le grand débat doit démarrer demain. Et Emmanuel Macron, notre président, a publié sa lettre aux Français hier soir sur les réseaux sociaux et dans les journaux de province. Donc ce grand débat qui doit démarrer demain. Pour en discuter, le Premier ministre a réuni vendredi matin à Matignon une grande partie des responsables syndicaux et il doit présenter aujourd'hui les modalités de cette initiative inédite en France, dont il a reconnu d'ailleurs la complexité. Stéphane Bouillon, directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur, demande au préfet de désigner un référent local dans chaque département et ces référents seront également invités à se mettre en relation avec les élus et à leur écoute pour faciliter l'organisation matérielle de ces réunions. C'est une condition pour que le débat soit pris de manière sérieuse, a déclaré le chef de l'État. C'est un moment essentiel et très utile pour notre pays. Il faut que chacun la prenne avec la part de responsabilité, de risque et d'inconnu. Dans sa lettre ouverte publiée hier soir, Emmanuel Macron a choisi de cadrer le grand débat national qui doit s'ouvrir mardi pour 2 mois, donc demain, comme je l'ai dit, en posant 32 questions aux Français qui touchent aussi bien aux impôts qu'à l'immigration, ou bien aux services publics, ou encore à la démocratie participative. Et ce qu'il a fait dans cette lettre, c'est qu'il a posé 32 questions. Je vais vous en donner quelques-unes dans quelques minutes. En tout cas, il retient 4 grands thèmes. Les voici. Premièrement, la fiscalité. Deuxièmement, la transition énergétique. Troisièmement, la démocratie et la citoyenneté. Et enfin, l'organisation de l'État. Donc, ce grand débat qui démarre demain doit durer 2 mois. Pour le chef de l'État, il n'y a pas de questions interdites. Nous ne serons pas d'accord du tout sur tout, dit-il. C'est normal, c'est la démocratie. Mais au moins, montrerons-nous que nous sommes un peuple qui n'a pas peur de parler, d'échanger et de débattre, espère-t-il. Alors voici donc quelques questions. Par exemple, sur les impôts et les services publics. Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace? Quels impôts faut-il, à vos yeux, baisser en priorité? Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire? À l'inverse, voyez-vous des besoins de nouveaux services publics? Et puis si oui, comment les financer? Voilà. Sinon, sur l'organisation de l'État et les collectivités publiques, y a-t-il trop d'échelons administratifs et de niveaux de collectivités locales? Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision et d'action auprès des citoyens? Ou encore, faut-il revoir le fonctionnement de l'administration et comment?
autres, mais bon, comme je vous ai dit, il y a 32 questions, donc je ne peux pas toutes vous les donner. Donc, troisième thème, c'est la transition écologique. Par exemple, une question, comment finance-t-on la transition écologique? Faut-il que ce soit par l'impôt, par les taxes? Et qui doit être concerné en priorité? Comment rend-on les solutions concrètes et accessibles à tous? Par exemple, comment remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture? Et enfin, dernier thème, ce sont les institutions et la démocratie et la citoyenneté. Donc, quelques questions. Faut-il reconnaître le vote blanc? Faut-il le rendre obligatoire? Faut-il rendre le vote, obligatoire? Quelle est la bonne dose de proportionnelle aux élections législatives? Faut-il, dans quelle proportion, limiter le nombre de parlementaires ou autres catégories d'élus? Voilà, 32 questions donc sur lesquelles il va falloir que nous répondions. C'est pour lancer ce débat. Dernière info pour ma part aujourd'hui, quelques chiffres justement avant ce débat. Eh bien oui, la France détient le record dans le monde et en Europe. Nous dépensons 57% du PIB, donc de la richesse nationale, est utilisé par l'État, alors que dans les autres pays, le taux n'est que de 47%. Où dépense-t-on le plus? Eh bien, c'est en éducation, en santé et en défense. Nous détenons aussi le record de la fiscalité. Par exemple, dans l'ordre, eh bien, ce sont les prélèvements des cotisations sociales qui arrivent en premier. La CSG arrive en troisième position, 110 milliards, tandis que l'impôt n'arrive qu'en quatrième position avec 75 milliards. Troisième record mondial aussi pour la France, c'est celui des aides et des pensions, qui représentent 35% du PIB. Voilà pour les infos d'aujourd'hui. Maintenant, je vais passer la parole au niveau des infos à Yann. Yann, bonjour. Alors, la première info pour vous, c'est Parlons Futur. Parlons de la reconnaissance faciale. Oui, la technologie ne cesse d'améliorer notre quotidien. Donc, elle baisse la difficulté de certaines tâches, elle nous divertit, etc. L'un des domaines les plus spectaculaires est celui de la sécurité avec la reconnaissance faciale. Donc, comment ça marche? La reconnaissance faciale est la vision par ordinateur consistant à reconnaître automatiquement une personne à partir d'une image de son visage. Donc, cela fait longtemps que cela existe, mais auparavant, on ne pouvait analyser que des visages sur des personnes immobiles. La grande amélioration, c'est donc la reconnaissance en mouvement, le système de surveillance de masse mis en pratique en Chine. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Cette nouvelle technologie a ses atouts. Si vous oubliez votre badge d'entreprise, ce n'est pas si grave puisque l'on détectera directement votre visage pour savoir si vous êtes autorisé à entrer. Autre exemple, celui d'une meilleure sécurité de votre carte bancaire car on attend une réduction des vols de cartes bancaires. Côté négatif, qui fait peur, une surveillance excessive puisque la moindre infraction sera retenue. Prochain sujet, donc attention aux imprimantes 3D low cost. Telle est la question que se sont posées des scientifiques en 2017 et 2018. Deux études scientifiques publiées dans Aerosol Science and Technology ont démontré que les imprimantes 3D low cost étaient dangereuses pour la santé. Le niveau de dangerosité dépend de la température d'extension, le matériau et la marque du filament, ce qui est un souci pour la plupart de ces imprimantes. Ce danger est présent seulement pendant l'impression, puisque celle-ci génère de fines particules susceptibles d'être inhalées et d'affecter la santé respiratoire. Les scientifiques ont identifié plus de 200 composés organiques et volatiles, dont la plupart sont des irritants ou bien des cancérigènes connus ou supposés. Les recommandations: employer les imprimantes 3D dans des espaces bien ventilés, régler la température de la buse au minimum requis, se tenir à l'écart lorsque l'imprimante travaille, utiliser des machines et des filaments plastiques dont le faible taux d'émission a été testé. Merci Yann. Alors, dernière info du jour. Dernière info du jour, peut-on réduire les conséquences d'une collision en voiture? L'équipementier allemand ZF a présenté un concept d'airbag externe pour voiture qui pourrait être commercialisé d'ici 2 ans. Le principe est simple, en cas de collision latérale avec un autre véhicule, un airbag externe latéral se gonfle et protège la moitié inférieure des portières et le bas de la voiture. Le but est d'ajouter une couche supplémentaire qui, d'après les premiers tests, pourrait aider à réduire la gravité des blessures des occupants jusqu'à 40%. Pour ce faire, ZF combine un ensemble de radars, lidar et caméras associés à un algorithme prédictif. L'airbag peut être déployé en 100 millisecondes avant l'impact et sa commercialisation pourrait intervenir d'ici 2 ans. Merci beaucoup Yann. Merci. Alors, je reviens sur le grand débat. Macron a publié donc sa lettre aux Français. Monsieur le maire, donc Gilbert Maugan, qu'en pensez-vous de ce grand débat? Ce grand débat, je pense qu'il est attendu par une partie des Français. Il est un peu contesté par les Gilets jaunes. Et puis, ça me fait penser à une réflexion de Coluche qui disait « Écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez ». Et c'est un peu ce que les Français pensent de ce grand débat, c'est est-ce qu'on va
définir de grandes directions qui ne seront après suivies de rien. Donc c'est au président maintenant de nous montrer que ce débat aura une vraie utilité. Est-ce que dans votre village, les citoyens sont demandeurs ou dans la communauté de communes, comment vous allez faire pour mettre tout ça en place ? Je crois qu'il faut qu'on en parle au niveau de la communauté de communes pour envisager des salles de réunion au niveau des communes les plus grandes, parce que dans une commune comme la mienne où il y a 180 habitants, ça n'a pas de sens. C'est un peu compliqué d'organiser un débat où on serait entre nous. Et puis, à la suite de ça, voir comment on peut, pas canaliser, mais organiser les débats. Je pense que malgré le fait qu'on nous dise que rien n'est tabou, tout le monde pense à l'ISF où c'est pas tabou, mais on n'en parle pas. La fiscalité, vous voulez dire, d'une manière générale, j'imagine. Oui, la fiscalité, mais je pense que la majorité des gilets jaunes et une grande partie des Français se posent la question sur l'ISF. Est-ce que c'était vraiment utile de supprimer l'ISF avec les conséquences que ça a eu sur les associations caritatives qui ont perdu beaucoup des dons, puisqu'une partie des gens qui étaient frappés par des Français qui étaient frappés par l'ISF, pour payer un peu moins d'impôts, n'hésitaient pas à donner de sommes importantes aux associations caritatives. Oui, mais alors là, le Sénat a fait une proposition de loi, donc qui doit être examinée, je pense, par l'Assemblée nationale, pour remettre cette partie de défiscalisation des dons, justement, dans la future loi. Donc on attend de voir si ça va être voté ou pas. Mais est-ce qu'on peut parler fiscalité avec des personnes qui ne payent pas l'impôt et c'est très compliqué la fiscalité en France. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord tout un processus d'explication de la fiscalité ? C'est très compliqué, non ? La fiscalité, ces dernières années, pour les petites communes, par exemple, c'est une baisse des dotations générales de fonctionnement. Nous, sur une petite commune, on a vu nos dotations descendre de 32%. J'ai un voisin qui a une commune d'à peu près 500 habitants qui a eu une baisse des dotations de 50%. Pour vous donner 2 ou 3 chiffres, la dotation de fonctionnement pour un village comme le nôtre, c'est 14 692 €. Les impôts, c'est 33 654 €. Et la dotation, enfin ce qu'on doit verser à l'école, qui est une obligation de notre part, qui est une dépense obligatoire, pour l'école et la garderie et la cantine, c'est 32 268 €. C'est-à-dire que la majorité des impôts passent dans l'école. Donc après, pour les élus locaux, c'est la course aux subventions pour pouvoir financer leurs projets. Même si, dans certains cas, quand on fait des contrats ruraux, il nous reste encore, ça a baissé, puisqu'avant c'était 80% de subventions, maintenant on arrive à 70% de subventions. Donc c'est de plus en plus dur pour les petits villages. Et on incite de plus en plus les petits villages à se regrouper et à devenir des villages plus importants. Et après, il y a la strate supérieure où on a créé les communautés de communes et où on a forcé les communautés de communes maintenant, dans les régions les plus peuplées, à être au minimum 15 000 habitants. Gilbert Maugan, je propose qu'on fasse une première pause musicale et on revient tout de suite avec vous pour parler justement de la gestion dans les petites communes. C'est Game of Thrones. On m'entend pas le casque. Je crois que c'est ça. Bon, on est même en avance sur notre timing, c'est formidable. Ça va. Non, c'est nous qui, au niveau des infos, on a bien speedé, donc... Bravo pour tes infos, c'est très bien. Merci. Par contre, faut que tu dis doucement, hein. T'as vu, je t'ai fait ce... Faut que tu te... Ouais, je pense que j'ai plus voulu sur que ça dure beaucoup moins de temps, puisque vous m'avez dit 5 minutes Ouais, avec. c'est sûr. Et du coup, je me suis dit, si je fais un débit rapide, mais pas non plus extrême. Et bah, du coup, c'est vrai que c'était rapide. Ça va, mais au début c'était un peu rapide, puis après tu t'es bien calé, c'est bien. Bravo. Merci. Ouais, c'est vrai. Non, moi je reste debout, moi. Tu peux t'asseoir. C'est parce que quand tu parles, mets-toi debout, c'est mieux. C'est pour ça que parce qu'il faut être très près du micro. D'accord.
Oui, surtout vous parlez bien près du micro puisque la pointe est en haut. Hein. Donc voilà. C'est comme ça tout le temps, tout doux. Non mais c'est bien, au moins ce matin on commence pour une fois on commence en douceur. Hein. C'est parce que j'ai pris en fait la musique du film de la série Game of Thrones qui est lancée, la saison 8 démarre maintenant. Et donc moi je mets toutes les musiques, tous les styles et c'est très doux. Vous mettez de la musique quoi, toutes les 10 minutes tous les Oui, c'est ça, à peu près toutes les 10 minutes. Donc, ou entre deux invités, mais quand quelqu'un dit des choses intéressantes, je ne vous interromps pas. Hein, je ne mets pas. Voilà. Quand non, mais oui, non, mais c'est-à-dire que si dans le débat c'est intéressant, mais qu'on a dépassé les 10 minutes, tant pis, on ne met pas de musique. C'est vrai que chez nous, on chante la musique et puis on passe que des extraits. Bon, on y retourne là. Parce que là, on va s'endormir là. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilbert Maugan, maire du village de Lacy, en Val d'Oise, de Frédéric Genicaud, directrice et fondatrice de Foesia, d'Agnès Lachenal, qui a créé Macaé, et puis de Lucille Barthomier et José Agusti pour parler donc des cinglés du cinéma d'Argenteuil. Mais tout de suite, on repasse la parole à Gilbert Maugan. Avant, je voulais vous dire que la musique que vous avez entendue, eh bien, c'est la musique le générique de Game of Thrones, la nouvelle saison numéro 8. Je sais que vous aimez beaucoup cette série et la saison numéro 8 est lancée. Donc voilà pourquoi on a choisi et du coup on a fait une introduction musicale tout en douceur pour un lundi matin. Alors Gilbert Maugan, on commençait à parler tous les deux de la gestion d'une petite commune, d'un village. Il faut dire que Lacy se situe dans le nord du Val d'Oise, en limite presque avec le département de l'Oise, dans la vallée de Lisieux. Vous êtes entre Fos et Luzarches, à 33 km de Paris environ et à 20 km de Roissy-Charles de Gaulle. Les gares les plus proches sont celles de Luzarches, sur la ligne H du Transilien, et de Survilliers-Fos sur le RERD. Et puis, on peut dire que votre particularité, c'est que vous êtes l'une des plus petites communes du département, puisqu'en 2016, 170 habitants, et là maintenant, environ 180. C'est ça ? Voilà. Les habitants sont appelés les Lacéniens, c'est comme ça qu'on dit ? Les Laciens, vous dites. D'accord. Alors, ensemble, on parlait de la gestion. Donc, vous nous disiez juste avant que le problème maintenant, c'est de courir la dotation de l'État a baissé de 30%, à peu près. C'est ce que vous disiez, oui. Donc, maintenant, l'objectif, c'est de courir après les subventions. C'est essayer de financer nos projets, même s'ils sont très limités, puisque au niveau des communes de notre taille, ça devient de plus en plus compliqué, puisque le vœu de l'État, c'est le regroupement des communes. Et puis, l'État a mis une strate supplémentaire avec les communautés de communes, en obligeant les communautés de communes à avoir une certaine taille pour les régions les plus peuplées. Et puis, donc, maintenant, on est dans le découpage des responsabilités et des prises en charge de certaines problématiques par la communauté de communes. Donc, les mairies et les différentes communes qui adhèrent à une communauté de communes doivent se décider. Il y a des délégations qui sont obligatoires, et puis il y a des délégations comme l'urbanisme, par exemple, qui peut être encore conservé par les maires, mais qui peut être repris par les communautés, peuvent être repris par les communautés de communes. Donc, il peut y avoir aussi le tourisme, il peut y avoir un certain nombre d'activités qui sont reprises par les communautés de communes. Alors vous avez rejoint la communauté de communes Carnel Pays de France depuis peu de temps, depuis 2 ans, ça fait court. Quel bénéfice, on va dire, ou quelles difficultés cela vous apporte ? Alors on était d'abord, on est depuis de nombreuses années, on était dans la communauté de communes Pays de France. On a été forcé de se regrouper avec Carnel Pays de France, parce qu'on a gardé ce nom-là, donc Carnel Pays de France, pour être conforme à la loi et atteindre 33 000 habitants plutôt que les 9 000 qu'on était. Donc ce qu'il peut y avoir, c'est qu'on a un certain nombre de mutualisations. Il y a eu par exemple la décision de généraliser sur la communauté de communes la vidéosurveillance pour les problèmes de sécurité et vidéoprotection plutôt que de surveillance.
Et puis, ce qui a pu permettre aux petites communes de se doter de vidéoprotection, ce qui était impensable pour des communes comme la nôtre, vu les budgets qui sont engagés. Après, il peut y avoir sur les voiries, certaines voiries sont déclarées de la responsabilité des communautés de communes. Donc ça peut permettre aux communes, dans les liaisons entre communes, d'être mieux, que le réseau routier soit mieux entretenu. Et puis, il y a, maintenant, on est en train de mettre en place sur le social un certain nombre de choses, avec la création d'un pôle qui va traiter de la petite enfance, etc. Parce que quels sont les besoins des habitants pour Dongou? Je rappelle à peu près 180 habitants. Quels sont leurs besoins? Quel type de population habite à Lassi? Il y a des retraités, il y a des salariés qui travaillent sur Roissy, des salariés qui travaillent à Paris, bien sûr, et puis un peu dans le local, des fonctionnaires qui peuvent travailler, enfin des enseignants et qui travaillent dans le coin, dans les établissements locaux. Et du coup, le premier poste de dépense pour votre commune, quel est-il? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'école. Donc vous avez une école à Lassi. On a une école qui regroupe, qui est dans un syndicat intercommunal qui regroupe 4 petites communes et qui a été créée en 1955 ou 56 et qui nécessite de gros moyens par rapport à nos impôts, puisque pour nos impôts, c'est 33 654 € de rentrée pour la commune et on donne à l'école 32 268. Ah oui, donc c'est carrément tout le budget des impôts, pratiquement, oui, qui passe pour le fonctionnement de l'école. Et là, on a un gros projet sur cette école pour essayer de la maintenir, c'est-à-dire de l'agrandir et puis la réhabiliter, puisqu'elle a été construite il y a 60 ans. Et donc on a un projet qui devrait être aux alentours d'1,6 million d'euros, et qui pourra être aidé, heureusement, il y a quand même des aides de l'État, à hauteur un peu plus d'1 million d'euros de subvention. Reste à charge des 4 communes 600 000 €, et ce qui a créé dans notre syndicat de grosses discussions avec une commune qui ne se sent pas les moyens financiers de rentrer dans ce projet. Alors donc, quand on est un maire d'une petite commune, comment se passent les journées? Parce que vous n'avez pas d'équipe municipale, enfin de fonctionnaires, beaucoup, enfin en tout cas vous n'avez pas beaucoup d'administratifs qui peuvent vous aider. Alors je vois que vous souriez. Comment ça se passe? Vous courez d'une réunion à l'autre pour défendre vos projets? Comment vous faites? On n'a pas du tout de salariés. Donc on a 2 personnes qui nous aident sur le plan administratif. Donc des bénévoles? Des bénévoles, oui. Ah oui, vous faites appel au bénévolat. Voilà, et puis pour ce qui est de l'entretien de la commune, c'est aussi du bénévolat. Et on a quand même au niveau de la communauté de communes, il y a un salarié qui est détaché dans les petites communes, qui donne un coup de main 1 ou 2 jours par mois pour entretenir un peu ce qu'on peut entretenir. Donc finalement, ce sont les habitants du village qui se retroussent les manches et qui, tout le monde, participe au bien vivre à Lassi. Les bénévoles, comme dans toutes les associations, sont de moins en moins nombreux. Donc c'est plutôt les conseillers municipaux qui donnent un coup de main. Et puis il y a quelques personnes à qui on peut. Alors certains nous disent oui, mais vous ne demandez jamais. Et quand on demande, ils ont autre chose à faire. C'est un peu paradoxal, mais bon. Je pense qu'on ne tient pas tellement compte de ça en France, que beaucoup de choses fonctionnent grâce au bénévolat, aux associations. Et tout ça, c'est pas chiffré. Alors du coup, vous allez y aller au débat, vous allez participer au débat public voulu par notre président de la République. Vous allez le dire peut-être tout ça? Bah oui, on a l'occasion de s'exprimer. Bon, ça serait ridicule de ne pas le faire, même si on a des espoirs limités sur le retour qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire sur la fiscalité. Est-ce qu'ils vont casser la fiscalité à la suite de ce qui sera demandé par les Français? Puis, alors les Français demandent voilà. Les Français, on est dans un pays où il faut faire des règles, il faut faire des taxes, mais surtout que ça ne s'applique pas à soi. C'est-à-dire que quand on fait des règles, on trouve ça tout à fait normal que ça s'applique aux voisins, mais quand on est en face de l'administration et que ça s'applique
à vous. Là, il y a toujours, ah mais moi c'est pas pareil, il faut que je fasse un peu différemment, tu devrais comprendre que, c'est pas mon cas, enfin bon, on est toujours dans les palabres avec les administrés. C'est-à-dire, alors donc, on veut des règles, mais on veut des exceptions aux règles, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui. Moi, je pense que c'est la mentalité française, hein. Moi je l'ai vécu dans l'entreprise où j'étais, il y avait un comité d'entreprise et on faisait des règles parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient limites. Et on s'apercevait que quand on faisait des règles, les gens trouvaient ça très bien, mais le jour où ça s'appliquait à eux, ça devenait compliqué. Alors tout à l'heure, pendant les infos, j'ai annoncé les grands chiffres, dont le fait que la France détient le record mondial et surtout en Europe, où la dépense publique est 57%, représente 57% du PIB, alors que dans les autres pays en Europe, elle n'est que de 47%. Et c'est vrai que lors de l'élection d'Emmanuel Macron, les Français demandent une baisse de la dépense publique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Non, vous n'êtes Je ne suis pas d'accord. d'accord avec ça parce que moi je sais qu'on va me dire que je suis un peu simpliste, mais je préférerais payer des fonctionnaires que de payer des chômeurs. Donc je pense que si on payait des fonctionnaires et que, évidemment, aujourd'hui on dit les gens on ne peuvent plus des impôts. Mais comment expliquer à des gens qui vivent au milieu de la Creuse ou dans des pays, dans des territoires où on a supprimé tous les services publics, qui vont payer des impôts pour les services publics? Ça veut dire qu'ils vont avoir l'impression de payer pour les grandes villes, de payer pour là où il y a des infrastructures, alors qu'eux ne bénéficient de rien. Moi je trouve... on nous dit, par exemple, pour les médecins, on va les obliger on va les inciter à s'installer dans les déserts médicaux. Mais vous allez prendre un jeune médecin, vous allez lui dire, vous allez à tel endroit. Il va dire, pourquoi pas? Et il va arriver avec sa famille, il va dire, alors où est l'école? Ah ben elle est à 25 km. Où est la perception? Ah ben elle est à 50 km. Où est l'hôpital? Ben, il est à 130 km. Alors c'est peut-être exagéré dans mes propos, mais on ne peut pas mettre les gens dans un désert de services publics et leur dire, allez, vous allez là parce qu'il faut qu'il y ait des médecins. Enfin, c'est hallucinant. Oui, mais d'un autre côté, on peut peut-être aussi penser que si d'autres pays avec 47% de dépenses de l'État sur le PIB y arrivent, pourquoi pas nous, dans un sens? On est reconnu dans le monde entier pour avoir la meilleure protection sociale. Alors est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'on décide de ne plus avoir protection sociale et de baisser les dépenses de la santé avec on voit ce qui se passe dans les hôpitaux, les fermetures d'hôpitaux, les services de nuit où le personnel est exsangue, où il y a une ou deux personnes par étage? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? Alors en même temps, on veut plus d'argent et du coup, l'État nous a annoncé la prochaine privatisation des aéroports de Paris et puis aussi de la Française des Jeux. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis contre. Je suis contre quand je vois aujourd'hui que les sociétés d'autoroutes ont eu 2,8 milliards de bénéfices en 2018 et que les ministres sont en train de faire des salam-alek devant eux et se prosterner pour leur demander de ne pas augmenter leurs prix. Je me dis, la République est tombée bien bas. Donc on devrait renationaliser pour vous? Ah oui, on doit renationaliser. Et quand les aéroports de Paris a un plan de développement énorme sur Roissy. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va marcher. Alors nous, les riverains, on va subir le bruit. Mais tout ce qui ne rentrera pas dans les caisses de l'État, qui va aller dans les caisses de gros groupes, ça sera des impôts en plus à payer pour nous. Donc je suis contre la République. Donc pour vous, l'État a une vue à court terme, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui? Bah, on vend les bijoux de famille, quoi. On est là, on vend les bijoux de famille. Et pourquoi n'a-t-on pas de vue pour vous? Pourquoi, en tant que maire, pourquoi n'a-t-on pas de vue à long terme? Qu'est-ce qui pêche? J'ai l'impression qu'on a supprimé... il y avait à une époque un ministre du plan. Alors, ça peut faire rigoler, hein, mais je pense que ça permettait d'avoir une vue à long terme. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on va faire... Enfin, on le voit souvent. Il y a un fait divers, on fait une loi. On ne regarde pas s'il y a des lois qui ne sont pas appliquées, on fait une loi. On entasse les lois et puis, une moralité, on est toujours aussi efficace. Donc, efficace ou inefficace, ça dépend. Ou inefficace. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Donc, vous êtes contre les privatisations. Pour notre stratégie en écologie, en véhicules électriques, qu'est-ce que vous en pensez? Que faut-il faire pour l'environnement? Je suis partagé parce que j'ai très envie qu'on laisse une planète propre à nos enfants et nos petits-enfants.
Mais est-ce que la solution n'est pas pire que les problèmes qu'on a aujourd'hui? On nous rabâche les oreilles avec la voiture propre et la voiture électrique. Aujourd'hui, on est incapable de nous expliquer les problèmes que cause sur l'environnement la fabrication des batteries. On est incapable, et on ne nous parle surtout pas du recyclage de ces batteries, quand les voitures vont être usagées. Ça, on sait que c'est un gros problème, effectivement. Oui, et qu'il y a quand même une trentaine d'énergies fossiles pour fabriquer une batterie électrique. Oui, et on a un problème, le problème de production électrique. On nous dit quand il y a des hivers rigoureux, il va y avoir des pics de production, on ne pourra pas, il faudra faire du délestage. Alors quant à la consommation actuelle, on va ajouter la consommation des véhicules électriques, on fera comment? Puisque de toute façon, on envisage de fermer les centrales nucléaires. Alors si c'est pour faire comme les Allemands, c'est-à-dire les écolos allemands, une grande victoire, ils ont arrêté le nucléaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en route des centrales à charbon. Et aujourd'hui, on nous dit les particules fines, sur Paris, c'est le diesel. Mais on ne nous dit pas du tout si ça peut provenir des centrales à charbon allemandes. Oui, qui sont plus polluantes, bien sûr, que l'énergie nucléaire. Sur l'écologie, il y a un moment où on se demande si ce n'est pas un gros business. Alors pour vous, c'est un gros business, donc finalement, on serait naïf. Non, on n'est pas naïf, mais il faut qu'on trouve des solutions. Mais il faut qu'on trouve des solutions où les solutions ne soient pas pires que les maux actuels. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de me retrouver dans 30 ans, enfin, je ne serai peut-être plus là dans 30 ans, mais que les générations futures se retrouvent dans 30 ans avec un paquet de batteries qui seront abandonnées le long des routes ou qui seront, comme on voit maintenant, avec les décharges sauvages, qui seront jetées n'importe comment, n'importe où, et qui ne pourront pas être traitées. Donc s'il y a une filière de retraitement des batteries, pourquoi pas la voiture électrique? Donc finalement, pour vous, si on veut être honnête au niveau environnemental, c'est un partage de différentes énergies et ça ne sert à rien de créer haro sur l'une ou sur l'autre. Voilà, c'est un peu ça? Je crois qu'il faut vraiment regarder quelles conséquences ça aura pour le futur et pas s'engouffrer dans une impasse. Donc, là, je pense qu'il y a aussi une chose qui m'étonne, puisque c'est quelque chose qui a été mis en place en Israël avec Renault, des voitures où vous arrivez à la station, où vous changez la batterie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de la batterie, c'est-à-dire qu'en 10 minutes, vous repartez avec une batterie rechargée et vous laissez votre batterie bien sûr dans le garage ou dans la station. Pourquoi on ne développe pas ça? Parce que je pense que là, le problème des longs parcours serait réglé. Il y a tout un système qui a été mis. Un relais de batterie finalement, et on pourrait faire des grands trajets. C'est une bonne idée, ça. C'est en place en Israël. Ça a été développé par un milliardaire américain qui est revenu en Israël, et avec Peugeot, avec Renault. Donc ça veut dire que la technologie existe. Il y a des machines des automates qui vous rentrez dans la station. L'automate retire la batterie, met la nouvelle batterie et vous repartez. Avec une application, puisqu'on est les champions du monde de l'application, qui vous dit à tel endroit, vous n'attendrez pas plus de 10 minutes pour changer votre batterie. Donc, les stations sont reliées à cette application, ça vous permet d'aller changer votre batterie. Voilà, ce serait une manière de pouvoir faire des longs trajets avec une voiture électrique. Voilà, donc on va lancer un appel aujourd'hui sur notre radio s'il y a des industriels qui veulent... On ne pourra pas appeler M. Beaune, mais bon. Écoutez, on attend, on espère pour lui que ça va s'améliorer, parce que là, effectivement, la justice japonaise est très très dure. Pour terminer notre entretien d'aujourd'hui, Gilbert Maugan, l'Europe, que pensez-vous de l'Europe, puisqu'on va voter dans quelques mois pour l'Europe? Quel est votre sentiment? Le sentiment, je suis profondément européen, parce que je pense que c'est un plus, et ça permet de peser plus que ne peut le peser la France seule. Simplement, je pense qu'il faut qu'on arrête d'être des euros naïfs. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que parce qu'on est français, on va dicter les choses, et puis surtout, moi je pense qu'il faut arriver à faire la fiscalité et une Europe fiscale et une Europe sociale, puisque pourquoi on est naïf? Moi, quand je vois des choses comme l'Irlande, où les sièges sociaux s'installent parce qu'on ne lève pas l'impôt, c'est-à-dire on fait du dumping fiscal.
et qu'après l'Irlande est aidée par l'Europe pour se développer économiquement, je me dis, mais on marche sur la tête, quoi. Ils lèvent pas l'impôt et nous on leur donne, alors ça veut dire qu'on leur donne de l'argent pour derrière faire du dumping et nous retirer les sièges sociaux qui pourraient être en France ou dans n'importe quel pays. Donc il y a un moment où il faut, à mon avis, remettre l'église au centre du village, quoi. Donc, c'est-à-dire repartir ce qu'on dit depuis le départ, c'est-à-dire de faire une harmonisation fiscale et financière pour pouvoir mettre une économie solidaire en place. Fiscale et sociale. Pour financière, ils l'ont fait déjà. Financière, les grands groupes, ils ont très bien compris comment il fallait faire. Donc nous sommes des euros naïfs. Pour moi, oui. Pour vous, oui. Merci beaucoup Gilbert Mogan de votre présence en studio ce matin. Vous restez avec nous. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale avant de retrouver Frédéric Genicaud et puis ensuite Agnès Lachenal qui vont nous parler de l'opération Midway Day. Mais avant, on va écouter les bons conseils de Frédéric Genicaud. Tout de suite, je vous propose Angela et Roméo Elvis avec Tout oublié. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question à Monsieur le maire, peut-être? Je suis étonnée de la proportion de bénévoles que vous avez pour faire vivre votre village. Je suis impressionnée. La France fonctionne comme ça. Non, mais dans l'univers dans lequel je suis... Vous voulez en parler au micro ou pas? Non. C'est un commentaire à partir, mais dans notre univers, je sais qu'on a beaucoup de bénévoles parce que côté entrepreneur, à un moment donné, on est tous... Ouais. Mais je pensais pas que dans la vie d'une commune, ça fait pareil. Dans les petites communes, vraiment, on n'a pas le choix. Vous faites ça, vous êtes mort. Ah ouais, mais Ouais. on ne sait pas quand on n'habite pas dans une vieille petite commune. C'est Féosia. Qu'est-ce que j'ai dit? Foésia. Ah oui? Mais C'est une erreur, beaucoup de gens. Féosia, oui. Heureusement qu'il y a beaucoup de bénévolat. Nous, la radio, elle ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas de bénévolat, hein, puisque nous, on fonctionne qu'avec... À l'époque, les radios. Bah oui. Et les petites communes comme vous, là, vous n'avez pas droit au service civique ou des... Non. Si, vous auriez pu. Peut-être. Si, vous auriez pu à l'époque, mais maintenant, ça n'existe plus. Oui, mais il faut les financer, les services publics. Comment il fait si tout son budget part pour l'école? Des retraits dans... Des endroits pour mettre les gens, les services civils. Oui, en plus, ils ont... Est-ce que la mairie a des bureaux? On se demande. Oui, quand même, il y a des bureaux. Pas en très bon état, mais il y a des bureaux. Donc, si vous deviez accueillir un stagiaire ou des gens comme ça, vous pouvez. Ah oui, on peut. D'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'il serait tout seul, parce que la mairie ouvre le lundi soir de 18h à 19h30, le mercredi soir aux mêmes horaires, et le samedi midi entre 11h30 et 12h. Donc, finalement, tout le monde vous appelle sur votre portable? Voilà, en général, c'est ça. Si vous appelez la mairie, vous tombez sur le répondeur et vous avez personne pendant 3 jours. Donc, si vous avez quelque chose d'urgent, il faut mieux m'appeler sur mon portable. Sinon, avant que je passe la parole aux dames, puisqu'il y a beaucoup d'invités féminines aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose d'autre sur lequel vous vouliez intervenir? Non, je pense qu'il ne faut pas monopoliser la parole. Non, mais peut-être vous le gardez pour la conclusion de l'émission, je vous repasserai la parole. Merci. Donc vers 10h20 et quelques. On finit vers 24. Donc, voilà. On peut repartir? Vous êtes prêts? Attention. Moi, j'adore ce titre. C'est Tout oublié d'Angela et de Roméo Elvis au bar de l'économie sur IDFM. Et aujourd'hui, je suis en... Pardon, ça c'est José. Pour le président Macron, tout oublié. Non, je parle pour moi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilbert Mogan, maire du village de Lacy, de Frédéric Genicaud, présidente et fondatrice de Féosia, d'Agnès Lachenal, qui a créé Macaé, et puis de Lucille Barthomier et José Agusti pour les cinglés du cinéma. Alors, on va tout de suite passer la parole à Frédéric Genicaud. Alors, vous avez décidé en 2006 de créer une société de coaching et de conseil en commercial et marketing. Pourquoi ? Parce que j'avais été salariée pendant 17 ans, parce qu'à un moment j'avais envie d'agir, et que quand on est directrice dans un grand groupe, à un moment on fait beaucoup de politique, on agit moins, et que moi j'aime penser les choses et les réaliser. Donc j'ai choisi effectivement de créer Féosia en 2006, et de
proposer en fait à des entreprises de les aider sur la partie stratégie commerciale et déploiement opérationnel. Et au départ, c'était un besoin que vous aviez ressenti, vous pensiez aller trouver des clients tout de suite, vous avez fait ce qu'on appelle un business plan, ou vous êtes parti comme ça, fleur au fusil, comme on dit, puis vous vous êtes dit, on verra? Non, je ne suis pas partie à fleur au fusil. J'ai réfléchi à concrètement ce que je voulais gagner, parce que c'est aujourd'hui peut-être une des erreurs que font les entrepreneurs et les freelances, c'est de se lancer, de se dire je cherche la liberté et l'autonomie. Donc j'ai réfléchi concrètement à ce que je voulais gagner. Je savais qu'il y aurait un moment où je gagnerais moins que ce que je gagnais effectivement comme directrice marketing. Et puis moi je pense personnellement qu'aller chercher des clients, c'est d'abord être préparé, et qu'il faut d'abord réfléchir à ce qu'on va faire, et puis après descendre aller sur le terrain. Alors justement, avec vous, on va évoquer donc le terrain. Est-ce que vous avez remarqué, ou est-ce que pour vous, il y a un changement du marché du travail? Est-ce qu'on commence à le sentir, puisqu'on parle de nouvelles technologies, qu'il y a plein de métiers nouveaux qui vont arriver, d'autres qui vont disparaître? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de freelance. Il y a de plus en plus de salariés qui lancent leur propre activité. On estime aujourd'hui en France le nombre de freelance à 900 000. Ce nombre a triplé en 10 ans. Alors c'est vrai que quand moi je me suis lancée, ou quand j'ai créé Feosia en 2006, démarrer son activité comme indépendant, comme freelance, c'était parce qu'on ne trouvait pas de boulot. Aujourd'hui, c'est une activité, en tout cas un statut qui est beaucoup plus valorisé. On ne veut plus, on ne souhaite plus travailler dans une même entreprise pendant toute sa vie, et on recherche la liberté, l'autonomie, l'indépendance. Alors effectivement, elle a un prix, parce qu'il faut trouver des clients. Comme je dis, on aime ce qu'on fait, mais il faut pouvoir en vivre. Et ça, c'est important aussi. Donc vous en êtes où aujourd'hui, après donc plus de 10 ans d'activité? Alors aujourd'hui, donc j'ai lancé Feosia, j'ai toujours cette activité de conseil. J'ai eu aussi une agence de télémarketing, Feosia Phoning, pendant quelques années. Et puis là, je lance un nouveau projet qui s'appelle Midoui. Midoui, c'est une communauté de freelance, d'indépendants et de consultants. Et mon objectif, c'est de réunir des gens qui ont autant de plaisir à trouver des clients qu'à réaliser leur mission. Parce que je pense qu'une des grosses difficultés des indépendants aujourd'hui et des freelances, c'est de développer leur clientèle, de trouver des clients. On le fait toujours au mauvais moment, quand on n'en a plus. Et on est trop focalisé, je pense, sur la réalisation de ses missions. Satisfaire ses clients, c'est très bien. Mais prospecter, c'est une activité de tous les jours. Le problème, c'est qu'effectivement, souvent, on a moins envie de faire de la prospection que de faire de la réalisation de missions. Il y a beaucoup, enfin, c'est difficile le travail de démarchage, on va dire, commercial. Alors, quels sont les bons tuyaux que vous pourriez nous donner? Alors, démarchage commercial, on pense souvent, je décroche mon téléphone, je vais faire de la prospection dans le dur. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré. Mais le démarchage commercial, c'est aussi d'abord soigner son réseau. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau? C'est un ensemble de contacts que j'ai eu dans ma vie professionnelle passée. Et je vais entretenir ces contacts-là. Je vais expliquer régulièrement aux gens que je connais ce que je fais, ce que j'ai réalisé chez mes clients. Et ces gens pourront mieux me mettre en relation avec d'éventuels prospects. Donc, par quelle étape faut-il démarrer pour trouver de nouveaux clients? À l'heure actuelle, aujourd'hui, en 2019, comment on fait? Est-ce qu'on continue toujours à prendre son téléphone, ou est-ce qu'on fait beaucoup plus de travail sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on va dans des associations d'entrepreneurs, ou est-ce qu'on va à des réunions? Je sais pas. Comment fait-on aujourd'hui? Déjà, on peut déjà faire des choses très très concrètes. C'est d'abord savoir parler de ce qu'on fait. Ça, c'est important. On prend sa dernière mission et on se pose la question de qu'est-ce qu'on a apporté comme valeur à son client? Qu'est-ce qu'on a réalisé chez lui? Et moi, je dis souvent que des contacts, on en a plein. On a plein de gens autour de nous qui sont de potentiels clients. C'est votre voisin qui va vous demander comment allez-vous. Vous lui répondez très bien, ou vous lui dites je fais une mission chez ce client-là et j'ai fait ça. Vous envoyez une information, vous donnez un message positif, il sait ce que vous faites. Donc le réseau, ce sont ces contacts qu'on a autour de soi. C'est important que ces gens-là comprennent bien ce que vous faites parce qu'eux vont vous recommander. Après, une autre source, je dirais, de prospection, ce sont vos clients. Vos clients vous ont vu travailler, peuvent vous recommander à d'autres. Donc il ne faut pas hésiter à demander à ses clients à être recommandés chez d'autres personnes qu'ils connaissent, qui peuvent rencontrer les mêmes problèmes qu'ils ont eus. Et puis effectivement, il y a les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est intéressant parce que vous avez des clients qui sont sur ces réseaux, vos concurrents y sont aussi.
Donc, à un moment, si vous n'y êtes pas, vos concurrents et vos prospects vont se marier entre eux et vous ne ferez pas partie du jeu. Et donc, c'est pour ça aussi que lors du Midweek, l'événement qu'on crée le 5 février, nous avons souhaité avec Agnès créer un atelier autour des réseaux sociaux où on va expliquer concrètement aux indépendants comment trouver des clients sur les réseaux sociaux. Alors Agnès Lachenal, justement, donc vous êtes fondatrice de Macaé, c'est qui organise donc des événements. Vous vous occupez surtout de logistique et bien sûr et puis d'imaginer des événements. Là, avec donc Frédéric Genicaud, vous allez lancer le Midweek Day le 5 février. C'est un événement. Que va-t-il proposer à tous ceux qui sont finalement travailleurs indépendants, freelance ou autres? Oui, consultants, solopreneurs, entrepreneurs. Après, moi, je ne fais pas partie de la même communauté que Frédéric, parce que je suis à mon compte et je ne suis pas freelance. Donc, c'était intéressant justement de réunir nos deux communautés et de proposer des actions concrètes. Alors, il y aura une première plénière. Avec, donc, ce n'est pas un salon, hein, c'est un événement. C'est un événement voilà, on va bien le préciser. 30, 14 heures à peu près, avec l'idée qui est de faire d'une plénière et après 2 conférences et après un déjeuner networking. Mais des actions concrètes en sortiront à chaque fois. À chaque conférence, à chaque intervention d'une personne inspirante, il y aura toujours des actions concrètes où on pourra repartir avec sa to-do list en disant « Ok, c'est bon, moi à 14 heures, je sais ce que je fais ». Et quand on est entrepreneur, solopreneur, freelance, consultant, à un moment donné, on ne sait pas ce qu'on doit faire. L'action suivante, parfois, on est page blanche et on ne sait pas quoi faire. Et l'idée, justement, c'est d'apporter un peu de matière. Alors, tout le monde peut venir à cet événement. Est-ce que c'est payant, c'est gratuit et où ça a lieu? Alors oui, l'événement est payant. On a fait un choix avec Frédéric de le rendre payant. On a, je pense, toutes les deux suffisamment écumé les réseaux d'entrepreneurs et autres conférences gratuits, où concrètement on entend toujours la même chose, où l'apport d'information n'est pas forcément là. Et là, du coup, nous, on sait la valeur de ce qu'on apporte sur cet événement et on voulait aussi que des personnes qui viennent soient vraiment intéressées, vraiment motivées. Donc l'événement est payant, il est à 149 € hors taxe. C'est le 5 février 2019 à partir de 8h30 au Club de l'Étoile. C'est rue Troyon dans le 17e à Paris, à côté du métro Charles de Gaulle. Moi, sur ma partie, j'avais entre autres la partie logistique de l'événement et on a choisi ce lieu parce que c'est un ancien cinéma qui a été reconverti en lieu événementiel, qui a un côté assez élégant et assez prestigieux. L'intérêt, c'était de faire découvrir un lieu à Paris aussi, et du coup de rendre aussi intéressant la matinée pour ça, de ne pas aller dans une salle associative, parfois un peu, pas forcément de qualité, parce que toutes ne sont pas forcément bien équipées. Donc là, finalement, c'est comme un petit peu une grosse réunion pour que l'on puisse s'échanger des bonnes idées, peut-être aussi. Alors, il y aura aussi une partie, alors la partie déjeuner networking de manière un peu originale. On va utiliser une technologie que moi je pratique depuis quelques temps dans ma partie événementielle qui s'appelle Klaxoon, qui est un outil qui a été développé à Nantes et qui permet la conduite de réunions de manière active, interactive, et qui va permettre à la fin, non pas seulement de s'échanger nos coordonnées, parce que ça d'une manière générale on peut le faire, le partage, il y aura des activités, des animations pendant la matinée que va lancer Frédéric, qui permettront d'échanger les cartes de visite avec ses voisins. Là, l'idée, ce sera d'indiquer clairement ce qu'on cherche. Et la réponse ne sera pas des clients, parce qu'elle est trop facile, cette réponse. L'idée, ce sera de dire, je cherche peut-être un partenaire, je cherche quelqu'un avec qui monter un projet, parce que j'ai un super projet, mais j'ai besoin qu'on soit au moins 3. Voilà, l'idée, ça va être de s'échanger ce genre de choses, et ça va faire un mur, on va utiliser le mur l'écran de projection, pour projeter ce mur, et du coup, rendre concrètes des actions, et peut-être permettre des opportunités de business, des rencontres, des affaires, etc. Voilà, donc en fait, c'est pour que ceux qui sont en freelance ou qui travaillent seuls ne soient plus solitaires finalement. Exactement. C'est un peu pour mettre en réseau, c'est ça, Frédéric Genicaud? Oui, c'est ça. Il y a effectivement une solitude de l'entrepreneur et en particulier de l'indépendant, qui est seul par définition. Donc c'est effectivement rompre cette solitude, c'est aussi inspirer les freelances. On a une entrepreneure, Christelle Gimaret, qui intervient en ouverture et qui va nous expliquer son parcours, comment elle a dû sortir de sa zone de confort, comment faire pour viser plus haut, aller plus vite. Et puis concrètement, c'est donner des pistes. C'est-à-dire qu'on a fait énormément d'événements, Agnès et moi, où on sort de l'événement et on se dit, mais finalement, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on commence? Et ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu dans les 2 autres conférences, celle de Philippe Attal sur les réseaux sociaux et celle de Virginie Boudin sur l'attention et la concentration. C'est donner des pistes concrètes. C'est-à-dire, on sort de là, on se dit, je suis plein d'énergie, et comment je m'y mets sur les réseaux sociaux? Je sais.
comment je fais pour retrouver de l'oxygène et de l'énergie au quotidien, je sais aussi. Oui, parce que ça prend du temps de faire tout ça. C'est pas évident pour un indépendant. Oui, Parce que il faut souvent, le temps passe très vite quand on est derrière un ordinateur. Et donc, à la fois faire des missions, chercher des nouveaux clients, gérer les réseaux, franchement, c'est pas toujours évident. c'est pas évident, mais c'est faire un petit peu chaque jour. Moi, j'aime beaucoup la notion de petits pas. C'est-à-dire prospecter pour moi, c'est tous les jours faire quelque chose, c'est appeler un ancien client, c'est appeler quelqu'un de son réseau, c'est commenter un article sur les réseaux sociaux, et c'est récolter tous les jours aussi. Si vous voulez, à partir du moment où vous dites « maintenant il faut que je fasse » et j'y passe 3 heures et puis je fais plus rien pendant 6 mois, ça ne porte pas ses fruits. Et paradoxalement, les indépendants font beaucoup de choses. Moi, je suis étonnée. On essaye plein de choses, on voit plein de choses, on se dit on va essayer ça, on va essayer ci. Mais finalement, on ferait moins, mais un peu tous les jours, on aurait de meilleurs résultats. Et ça, c'est un peu la D'accord. Donc en fait, philosophie. on se disperse de trop. Vous dites, c'est on se disperse de trop et du coup, on noie nos résultats. Soit on se disperse de trop, Agnès soit... Lachenal. Oui, pardon. Soit on a un boulot, moi je le vois sur la partie événementielle, quand on monte une opération, on est focus sur cette opération pendant X temps et on fait rien d'autre pendant cette période-là. Et c'est pas le seul métier dans lequel on a cette situation-là. Et quand d'un seul coup, l'événement est fini, on a clos, tout est réglé, les factures, des machins. Ok, maintenant il faut que je retrouve des clients. Allez, on recommence à zéro. Et ça redemande un effort de fou. Que si on faisait petit peu par petit peu, et moi à la base c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Frédéric, c'est quand moi j'étais en période de reconversion, et Frédéric elle m'avait appris à l'époque, petit peu par petit peu, mais on perd jamais le fil. Du coup c'est moins douloureux à chaque fois, accessoirement, et c'est plus efficace. Parce que c'est pas évident quand on monte un événement comme vous dites et qu'on a la charge de réaliser la mission. On est complètement centré sur cette opération à 100% de son temps en général pour un événement. La semaine dernière j'ai fait un événement pour 500 personnes à l'Élysée-Montmartre, c'est 1 mois et demi de boulot. Mais en fait, dans mon organisation, il faut que j'ai seulement la veille, le jour J et le jour J+1 qui soient vraiment concentrés sur l'événement. Le reste du temps, il faut que je prévoie la suite. D'accord. Donc vous avez réussi à bien gérer ce temps. Oui, au bout de presque 4 ans, oui, ça va, j'arrive. Ouais. Mais il y a eu des ratés au début, c'est une évidence. Bah oui, bien sûr. Moi, je dis souvent que le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire qu'on veut faire beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est une question d'organisation. Moi, début de ma semaine, je me dis quelles sont mes priorités, mes objectifs, et je remplis ma semaine comme ça, avec effectivement différents types d'activités, mes clients, ma prospection, mes réseaux, etc. Alors cet événement qui va donc regrouper, c'est pour que donc les personnes indépendantes ou freelance se regroupent, Midway Day. Pourquoi avoir choisi un nom anglais alors que ce n'est pas une franchise que vous avez achetée, vous l'avez créée de toutes pièces. Pourquoi ce mot ? Parce que je suis belge et je n'exclus pas d'organiser cet événement en Belgique, et qu'en Belgique, il est préférable d'avoir un nom anglais, anglo-saxon, qu'un nom francophone. Voilà. Et donc, c'est pas trop compliqué à dire, le Midway Day ? Une fois qu'on y est, non, je pense pas. Non. En tout cas, il y a une signification. Le mi, parce que je pense que parfois, il faut être un peu égoïste et qu'on pense beaucoup à ses clients, mais il faut aussi penser à soi. Oui, ça veut dire moi, mi. Voilà, et notamment, pourquoi pas investir en venant à des événements, en se formant et en allant plus loin. Le doux, parce que moi, je suis vraiment dans le faire. Alors, doux, ça veut dire faire en anglais. Exactement. Moi, ma finalité, c'est l'action. Et le oui, parce que j'ai la vraie volonté de créer une communauté. Et oui, ça veut dire nous, donc voilà. en anglais toujours. Je pense que ensemble, on va aller beaucoup plus vite. Voilà. Et ma volonté, c'est de réunir toutes ces énergies et aussi de créer des synergies commerciales entre différentes personnes. Parce que quand vous networkez, quand vous rencontrez du monde, vous rencontrez ou des futurs clients ou des gens qui vont être des partenaires qui vont vous amener sur d'autres projets. Voilà, donc c'est ces 3 éléments-là qui m'ont semblé intéressants dans cette communauté que j'ai souhaité créer. Alors pour vous, les réseaux en ce moment sur lesquels il faut être pour lancer, par exemple, ce type d'opération, donc votre journée événement pour les freelances, sur quoi allez-vous vous appuyer ? Vous avez choisi quel réseau ? Alors moi, quand un entrepreneur me pose cette question-là, je lui réponds toujours, il faut être sur les réseaux où sont vos futurs clients. Donc on a réfléchi en se disant, mais finalement les indépendants et les freelances, ils sont sur quel réseau ? Eh bien, ils sont sur LinkedIn, donc on a une communication très axée sur LinkedIn. On travaille aussi Facebook, puisqu'on a toutes les deux des pages Facebook. Et moi, je travaille aussi Twitter. D'accord, donc vous prenez les 3 réseaux majeurs des professionnels finalement. Voilà, les réseaux sur lesquels se trouvent les indépendants et les freelances.
Merci beaucoup pour cette présentation d'événements. Je vous propose, Agnès Lachenal et Frédéric Genicaud, de faire une nouvelle pause musicale. Et puis on revient dans quelques minutes. C'est qui maintenant? Dis pas le nom, pourquoi? Parce que je les vois. C'est Aya Nakamura. En général, les gens ils ne disent pas, c'est tellement. Non, moi j'ai pas de problème à le dire. Vous avez des questions à leur poser peut-être? Vous voulez leur poser quelques questions? Sur les réseaux sociaux, je suis zéro. Non, ou sur le métier de freelance, Oui, enfin, parce que vous, motard de presse, c'était en freelance ou c'était en tant que salarié quand vous l'étiez? En tant que salarié. En tant que salarié. C'était une époque où en général on avait plusieurs employeurs. Ah oui. C'était pas. Et ça voulait dire quoi à l'époque, motard de presse? Bah, Vous emmeniez les gens en rendez-vous ou bien vous portait des plis, vous portiez On partait sur des reportages aussi, oui. Oui. On emmenait des photographes. C'était pas que de la livraison de journaux. Non, non. Moi j'ai fait un peu tout, mais aux Parisiens, oui, c'était faire des liaisons, des navettes, et puis aussi partir avec des photographes. J'en suis où, moi? Et pour revenir sur le territoire délaissé, on demande aux Français aujourd'hui de faire tout sur Internet maintenant. Le film de Ken Loach, Daniel Blake qui parlait un peu de ça. Vous pouvez vous lever et faire une photo d'ici, hein, de là, hein, c'est mieux. Faire la déclaration. Ou Yann peut vous faire? Ils sont en zone blanche. Non, mais c'est vrai. Mais c'est Bah, il va le faire, Philippe. c'est un monde. C'est mon rêve. C'est bon. Attendez, je vais juste allumer la Madame, est-ce que je peux en faire aussi pour le staff? Oui, bien sûr, vas-y, n'hésite pas. Ouais, fais des photos à chaque fois, vas-y, dépêche-toi. On y retourne Florence. Aujourd'hui, avec notamment une programmation qui parle un peu de l'histoire des effets spéciaux à travers les films. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir comme film et quel est ou alors est-ce que vous pouvez nous parler exactement du spectacle? C'est quoi? C'est une pièce de théâtre? C'est une pièce de théâtre, oui, qui mêle pas mal de trucages, un peu comme à l'origine ce que faisait Georges Méliès dans ses courts-métrages. Donc il y a beaucoup d'illusions, de magie, il y a de la marionnette, il y a du théâtre. C'est un spectacle assez complet et qui retrace son univers. Alors pour le côté film, vous mettez en avant l'œuvre, enfin vous faites une rétrospective de l'œuvre de Yann Kounen. Alors quels sont les films majeurs qu'a produit ou qu'a réalisé Yann Kounen? Alors il y a notamment Lucille Barthomier. 99 francs, Blueberry, Doberman dans ses plus... Ah oui, Doberman, alors là on connaît, oui, et beaucoup d'effets spéciaux bien sûr. Exactement. Assez violents je crois, à me souvenir. Et puis on va pouvoir voir combien de films Alors on en propose 3 au total pour Yann Kounen, avec notamment une masterclass le 26 janvier au Figuier Blanc, où il sera avec Rodolphe Chabrier qui a supervisé les effets spéciaux et visuels dans ses films. Et on verra ensuite la projection de 99 francs. Cette masterclass, elle est organisée avec Yann Marchais, qui est le délégué justement du Paris Image Digital Summit. Donc c'est organisé en partenariat avec cet événement du Centre des Arts. Et donc ce film, il sera projeté où alors? Au Centre des Arts ou bien au Figuier? Tout est au Figuier? Cette soirée est au Figuier Blanc à Argenteuil. Argenteuil. Et ça, c'est donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates? Oui, c'est le samedi 26 janvier à partir de 18h30. Ça, c'est pour le film lequel? C'est pour la masterclass suivie de la projection de 99 francs. Donc il faut prendre un petit peu de temps parce que ça va durer de quelle heure à quelle heure à peu près? 18h30 la masterclass jusqu'à 19h30, 20h. Il y a une pause avec un cocktail et ensuite ceux qui désirent rester à la projection peuvent le faire autour de 20h30. Voilà, donc si on veut plus d'infos, de toute façon, on peut aller sur votre site internet. Oui, il y a une page Facebook, il y a le site internet de la ville, il y a des programmes.
Alors en même temps, donc Lucille Barthomier et José Agusti, vous organisez une foire internationale. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire, José, donc pour cette foire? Moi, je suis président d'honneur. Au départ. Donc vous êtes le fondateur, on peut dire, de cet événement, les Cinglés du cinéma. Ça fait 31 ans que ça existe à Argenteuil. Pourquoi vous l'avez fondé Eh bien, à l'époque? L'idée n'était pas de moi. Il y avait moi, j'animais un ciné-club et enfin, je m'intéressais au cinéma évidemment. Et puis un jour, un gars que je connaissais m'est venu me voir et m'a dit: pourquoi tu créerais pas une brocante? Parce que lui-même était collectionneur et il allait dans des foires à la photo qui existaient. Il y en avait une à Deuil-la-Barre qui n'est pas très loin d'ici. Il y en avait une à Chelles. Enfin, il y avait des foires à la photo dans lesquelles il y avait quelques collectionneurs de cinéma. Et donc, moi, quand il m'a proposé ça, je lui ai dit: écoute, faire une foire à la photo, ça ne m'intéresse pas. Par contre, le 7e art, enfin le cinéma, je veux bien qu'on se lance là-dedans, mais en contrepartie, on part sur la brocante, mais on développe tout un programme culturel autour. On fait des projections dans le lieu, on fait une animation, on met vraiment le cinéma en avant. Et c'est comme ça d'ailleurs que Marie-Madeleine Maltête-Méliès, qui était la petite fille de Méliès au début, est venue dans notre manifestation et tout. L'héritier d'Émile Coll aussi. Enfin, on a commencé à avoir des personnalités qui venaient s'intéresser. Et donc, petit à petit, on a fait progresser la manifestation. Elle est devenue internationale. Et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose d'étonnant dans ces collectionneurs de cinéma, que ce soit dans du matériel type projecteur, matériel de montage, mais aussi tout le pré-cinéma, les lanternes magiques, les praxinoscopes, enfin les zootropes, enfin tout cet univers-là, après le monde du papier, des magazines, des livres, des affiches. Le monde de l'affiche est un monde très prenant. Et on a réussi à regrouper un peu ce qui pouvait se faire de mieux dans le monde au niveau de la collection. Et du coup, la manifestation a pris une certaine ampleur. C'est pour ça que on est au bout de 31 ans, on est encore là. Et en même temps, on faisait donc dans cette salle à la fois du cinéma, des jeux, on animait quoi. Enfin, et Lucille évidemment a pris le dessus. On avait aussi à partir de la 10e, je crois, on a commencé à inviter des personnalités. Et voilà pourquoi. On avait créé aussi parfois des thèmes, parfois on laissait tomber, parfois on se disait « Oh, c'est bien d'avoir un thème quand même cette année qui va parler de telle chose ». Et voilà aussi pourquoi aujourd'hui il y a un thème sur les effets spéciaux, mais ça pourrait être sur un pays, sur un cinéaste, sur des tas de choses différentes. Ce qui est bien là, c'est de l'inscrire effectivement dans le festival national avec Enghien sur les effets spéciaux. Je pense que ça intéresse beaucoup de jeunes, ça devrait avoir beaucoup de succès. Par contre, je reviens à la foire internationale que vous faites en même temps le samedi de cette semaine-là. Est-ce qu'on va pouvoir voir des objets de collection aussi? On va pouvoir... ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Pas que ça, parce qu'il en faut pour tous les goûts, pour tous les prix, mais ce qui était bien, d'une part, c'est que la manifestation, l'entrée est gratuite. Donc, en dehors de la journée marchande, qui est plutôt réservée aux professionnels et qui, là, est payante, qui est d'un... Je ne me souviens plus, moi, c'était à l'époque. Non, le tarif, 5 €, voilà. Mais sinon, c'est gratuit et c'était fait justement pour que, à la fois, les collectionneurs, moi quand j'organisais, je me souviens, quand on ouvrait le premier jour, le matin, il y avait la queue des gens qui attendaient parce que, justement ce que vous dites, pour faire des affaires, c'est le collectionneur a envie d'être le premier à voir ce qui est proposé pour pouvoir... Et puis il y a beaucoup de collectionneurs de Star Wars par exemple, et le casque de Dark Vador, je sais qu'il s'est vendu aux enchères, alors j'ai pas vu le résultat, mais je sais que récemment il y a un casque de Dark Vador, c'est le méchant mondialement, c'est le plus connu dans le monde, c'est Dark Vador. Je crois que c'est la 3e manifestation des Cinglés, on avait fait toute une expo autour de la guerre des étoiles, Star Wars, enfin. Et donc, on a même fait des ventes aux enchères, par exemple. Ventes aux enchères avec des dossiers très rares, mettons un dossier sur Louise Buñuel, sur l'époque du chien andalou et de l'âge d'or,
et qui avait été acheté par un producteur de films. Voilà. Alors on va rappeler cette édition spéciale. Pour vous, à Argenteuil, c'est du 9 au 31 janvier. Donc toute une série de films, c'est ça? Oui, des films, un spectacle, une exposition sur Georges Méliès dans l'Agora de l'Hôtel de Ville, et puis cette fameuse foire internationale suivie de la masterclass ensuite. Donc ça, c'est tout, la foire et la masterclass, c'est le même jour? Oui, c'est le samedi 26 janvier. Le 26 janvier, voilà, à Argenteuil. Donc on va rappeler peut-être, Lucille Berthomieux, on va rappeler l'adresse. C'est à la salle Jean Villard, boulevard Héloïse, pour ce qui est de la foire internationale. Et sinon, c'est au Figuier Blanc, le centre culturel. Donc, il y a un pass, je crois. Hein? Voilà. Alors, soit il y a un pass cinglé à 25 € qui donne accès au spectacle, à la foire et à tous les films qui sont programmés dans le cadre des cinglés. Sinon, il est possible aussi d'aller aux différents événements de manière isolée. Et tous les films, par exemple, sont à 3,50 €. Voilà, donc c'est tout à fait raisonnable pour passer un bon moment et voir de bons films. Donc si on veut avoir plus d'informations sur la programmation, on va sur une page, j'imagine, soit sur internet. La page Facebook Les Cinglés du cinéma, soit sur le site de la ville d'Argenteuil où on peut retrouver le programme entier. Merci beaucoup à tous les deux. On va faire une nouvelle pause musicale et on revient avec vous dans quelques minutes. On pourra juste donner l'indication de où acheter les places pour une billette, parce qu'on en a pas du tout parlé. Mais sur internet, c'est pas possible? Oui, mais on l'a fait. D'accord. Pour la conclusion. Voilà, En conclusion, c'est ce que vous allez dire. Ouais, merci. Lucille Barthomier, vous voulez conclure? Vous voulez redire autre chose que vous n'avez pas eu le temps de dire tous les deux? Il y a des animations toute la journée samedi. Oui, tu peux parler. Alors donc, la masterclass, on a dit que c'était le 26. Doberman, c'est quand le film? C'est le plus connu. On va parler de celui-là. Comment on le passe pas celui-là? Ah bon? Mince. Non, il passe Blueberry. Alors 99 francs, c'est quand? C'est le 26 janvier. Pareil, le Juste 26. après la masterclass. Voilà, oui, c'est ça. Je suis bête, moi. La foire, c'est le 26. C'est le 25 et 26, mais 26 pour le tout public gratuit. 25 et 26. Et après, il y a une soirée, j'ai vu, valorisant des courts-métrages. De la Fémis. Qu'est-ce que c'est, ça? Ce sont des étudiants de la plus grande école de cinéma française c'est souvent leurs travaux de fin d'études. Voilà. Et ils font des courts-métrages et donc... Voilà, moi je vais rappeler les dates et puis d'aller voir sur la page, vous m'avez dit... Les cinglés du cinéma. La page Facebook, hein, c'est ça? C'est ça, en fait, la volonté, c'était que les cinglés du cinéma, c'était souvent tourné vers le passé, sur le patrimoine, et qu'on voulait aussi qu'il y ait un regard vers le futur, et donc, quoi de mieux que montrer des... Ok, donc vous, pour conclure, je vous passe la parole. Ensuite, je vous repasse la parole à toutes les deux. Et puis en dernier, à vous, monsieur le maire, pour conclure. Moi, j'ai une annonce à faire, c'est au niveau du Val d'Oise, donc ce sera après vous. Le Val d'Oise sort des livres. Et puis, je vais annoncer les chiffres du tourisme pour le Val d'Oise, voilà. Ils sont bons. Pardon? Ils sont bons. Oui, ils sont bons, 2,5 millions de visiteurs. C'est pas mal. Et alors, c'est quoi le premier? Pardon? Le premier lieu de visite du Val Ah, ça, c'est pas dit. Ils m'ont pas dit, non. Juste, c'est juste les chiffres. Avec les chiffres de l'emploi, enfin, moi, mais je sais pas. Je leur demanderai, tiens. Je sais pas s'ils l'ont. Mais de toute façon, il faut que je fasse venir le conseiller régional. Ça fait plusieurs fois qu'il m'annule sa participation au niveau du tourisme. Il faut au moins 3 fois. Donc, on a du mal à caler les dates. Il a tout le temps un autre truc. On y va? C'est qui, là, déjà? Voilà, sur IDFM, c'était donc Say Something, chanté par, bien sûr, Christine Aguilera. Alors, tout de suite, on repasse la parole à Lucille Barthomier et à José Agusti pour les cinglés du cinéma. Donc, je rappelle que c'est la semaine ça démarre dès demain, d'ailleurs, du 9 jusqu'à la fin du mois de janvier à Argenteuil. Des manifestations phares, notamment un spectacle autour du théâtre, une foire internationale, ça c'est le 25 et le 26 janvier. Le 26 janvier aussi, une masterclass avec le réalisateur Yann Kounen, bien connu pour 99 francs, et puis le film Doberman. Et puis aussi avec Rodolphe Chabrier, cette masterclass.
qui aura lieu le 26 janvier et suivi du film 99 francs. Donc je vous conseille d'y aller. Puis pour plus d'informations, allez sur la page Facebook Les Cinglés du cinéma, vous saurez tout. Et comme ça, vous pourrez programmer. Soit vous achetez un pass pour tout voir, soit vous allez voir les films pour 3,50 €. Ça permet de se faire une bonne petite soirée. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne avec Lucille Barthomy et José Augusti sur la soirée valorisant les courts-métrages, parce que la FEMIS, c'est quand même une grande école de cinéma. Qui veut en parler? José Augusti? Eh bien, les Cinglés du cinéma étant tournés vers le patrimoine et plutôt donc une manifestation qui regardait derrière, Méliès par exemple, mais aussi il y avait toujours une envie de regarder devant, et donc la FEMIS était le lieu privilégié pour faire connaître des futurs grands réalisateurs qu'on découvrira sur nos écrans quelques années plus tard en France, et qui font leur premier pas. Vous savez, la FEMIS, c'est la plus grande école de cinéma en France. Ils sont une vingtaine par promotion. C'est très difficile d'y accéder. Vous avez un concours, il y a 3000 personnes. Et quand certains en sortent, tous ne réussissent pas après une carrière magnifique, mais bon, des gens comme Bruno Podalides, par exemple, sont passés par la FEMIS et bien beaucoup d'autres. Voilà. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Et puis, on sera ravis de pouvoir participer à tous ces événements très ludiques et très agréables, parce qu'un film sans effets spéciaux, maintenant, c'est plus possible. Excusez-moi, mais ce que n'a pas dit Lucille, par exemple, c'est que sur la foire, vous venez avec vos enfants, il y a tout un salon de maquillage, et donc on parlait des effets spéciaux, et vos enfants peuvent ressortir maquillés par des filles qui sont dans une école de maquillage. Voilà, donc quel que soit l'âge. Oui, et c'est gratuit, donc ça veut dire que... Voilà, allez-y le 25 et le 26 janvier, allez au salon, à la foire internationale sur le cinéma, justement, à Argenteuil. Alors pour conclure, Frédéric Génicaud, donc vous êtes fondatrice de Feosia, un cabinet de conseil en coaching, en marketing et en commercial, et avec Agnès Lachenal de Macaé, vous lancez l'événement Me Do We Day le 5 février. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Bien qu'on donne rendez-vous à tous les freelances, les indépendants, les consultants, les coachs. C'est le mardi 5 février, c'est une demi-journée qui est réservée à ce public-là. Notre objectif, c'est de donner à ces indépendants des ailes à leurs ambitions, de leur proposer des actions concrètes pour trouver des clients, des méthodes pour retrouver de l'énergie, et puis surtout des contacts, des prospects, des nouveaux clients et des partenaires. Voilà, donc je pense que là, ça peut vraiment intéresser tous ceux qui travaillent en indépendant. Agnès Lachenal. Juste pour donner l'information, pour acheter les places, c'est sur www.medowe.com sur le site, et puis en nous suivant, et Frédéric et moi et Macaé sur les différents réseaux sociaux, on retrouve notamment une des vidéos. Toutes les informations pour l'occasion. Pour l'événement. Merci beaucoup. On va passer la parole maintenant à Gilbert Maugan, maire de Lacy. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour 2019 peut-être? 2018, pour les Gilets jaunes, ça a été le retour à la fraternité et au contact humain. Je pense qu'il y a beaucoup de Gilets jaunes qui avaient besoin de ça, qui vivaient seuls et isolés et qui ont retrouvé un contact humain qui leur manquait. Espérons que ça sera élargi à l'ensemble des Français. Et puis qu'on oubliera tout ce qui est violence et tout ce qui est vol, pillage, pour ne laisser la place qu'au bon sentiment des Gilets jaunes. Oui, parce que là, effectivement, c'était quand même flagrant. On peut se demander d'ailleurs si notre société n'est pas extrêmement violente, avec tout ce qu'on a vu, les dégâts qui ont été causés par les casseurs. On se demande quand même si la société n'a pas franchi un pas là. Moi, j'ai tendance à dire que dans toutes les périodes un peu troubles et compliquées, je vais exprimer un peu crûment, toute la pourriture humaine ressort. Et quand on voit toutes les menaces de mort qui sont envoyées à nos députés, même si on n'est pas d'accord, on ne va pas arriver à de telles extrémités. Et puis, même les menaces sur certains représentants des Gilets jaunes qui sont contestés par les Gilets jaunes eux-mêmes, c'est un peu compliqué pour trouver une solution et pour
trouver un chemin qui nous permette de donner satisfaction aux revendications qui sont légitimes sur le pouvoir d'achat et qui après ont été un peu, à mon avis, dévoyées sur des côtés politiques. Alors, il y a certainement des choses à faire au niveau politique, mais je pense que l'idée première des Gilets jaunes, c'était quand même le pouvoir d'achat et l'accumulation sur ces 30 dernières années des réformes qui n'ont pas été dans le sens des salariés. Voilà, c'est donc là-dessus qu'il faut appuyer. Mais bon, avant, on avait aussi un moyen pour redonner du pouvoir d'achat, c'était la déflation qu'on ne peut plus faire depuis qu'on est dans l'euro. Et ça aussi, ça fait partie peut-être de la discussion ou du grand débat qui démarre demain, on verra. Merci beaucoup Gilbert Mauban et merci à tous et à toutes pour votre participation aujourd'hui. Pour terminer, une petite information en provenance du Conseil départemental du Val d'Oise. Marie-Christine Cavecchi nous informe que le Val d'Oise a recueilli 2,5 millions de visiteurs en 2018. Le tourisme est donc un enjeu majeur à l'échelle de la planète. Et puis, au niveau de notre territoire, eh bien, cela représente 22 000 emplois et 820 millions d'euros de retombées économiques. Donc, c'est pas rien, le tourisme en Val d'Oise. Aussi, autre info en provenance donc du département, ce sont les subventions votées la semaine dernière, le 7 janvier exactement. Donc 60 600 € seront versés pour les manifestations sportives, dont 55 000 € pour la 9e édition du meeting féminin du Val d'Oise qui se déroulera le 12 février au CDFAS d'Aubonne. 300 000 € à la commune de Puiseux en France pour la construction d'une salle de spectacle et la mise aux normes d'accessibilité des salles associatives et culturelles au complexe André Malraux, 17 000 € alloués à 29 collèges dans le cadre de l'appel à projet en développement durable et 25 000 €, c'est le montant attribué au Resto du Cœur pour l'exercice 2018. Et enfin, en Val d'Oise, parution de 2 livres, spécial 50e anniversaire du département. Eh bien, il y a 50 ans de parcs et jardins dans le Val d'Oise qui vient d'être publié, et puis 50 ans de cinéma dans le Val d'Oise. Ces 2 livres sont parus aux éditions Bonne Anse, en partenariat avec Val d'Oise Tourisme, et sont en vente au sein des offices de tourisme du département, du Grand Cercle d'Eragny, et dans les 5 sites culturels départementaux, c'est-à-dire le site d'art contemporain de l'abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumône, le musée archéologique départemental de Guéry-en-Vexin, le musée de l'outil de Ouidy Joli Village, la maison du docteur Gachet à Auvers-sur-Oise et au château d'Auvers. Voilà, ils sont vendus au prix de 15 € l'unité. Donc je rappelle, 50 ans de parc et jardin en Val d'Oise et 50 ans de cinéma en Val d'Oise. Je crois que ça ira bien, les 50 ans de cinéma avec l'événement des cinglés fonds du cinéma à Argenteuil. Et bien du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. On se retrouve dès mercredi et on se quitte comme d'habitude en musique. Bonne journée à tous et merci encore à tous nos invités pour leur présence en studio. Merci. Merci. C'est Patrick Glatre. Les 50 ans de cinéma.